Cette année, nous avons l'immense plaisir, honneur, joie d'avoir à nos côtés Tatiana Hueso, la grande réalisatrice mexicaine. Et voilà, c'est un bonheur de l'avoir parmi nous à Toulouse et de pouvoir vous présenter donc une quasi-rétrospective intégrale. Il manque le film de cette année qui était à Berlin et qu'on aura vraisemblablement, je suppose, l'année prochaine. Merci Odile, merci Marion pour l'interprétariat. Et puis je vous laisse avec Franck et Tatiana. Merci. Merci Eva, du coup j'ai rien à dire en intro. Merci à vous d'être là. Un grand merci à Tatiana Hueso d'être avec nous et un grand merci pour vos films. Comme on a très peu de temps, je vais pas dire toutes les éloges que j'avais prévu de dire pour qu'on puisse rentrer directement dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je vous invite à intervenir ou à poser des questions voilà, quand vous le souhaitez, vous manifestez. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Tatiana por tu presencia. Como tenemos muy poco tiempo, pues no voy a entrar en los elogios que tenía previstos, voy a ir un poco más rápido y como siempre invito al público a hacer preguntas cuando quiera. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu les films. Peut-être certainement vous sortez de Tempestad, qui est un film qui est vraiment très 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 impressionnant. Peut-être vous avez vu aussi El lugar más pequeño. Tout à l'heure on verra, c'est une fiction, même si donc Tatiana est plutôt issue du documentaire. Il y a vraiment, enfin pour moi il y a deux aspects très importants dans votre cinéma. Qui sont des aspects qui sont vraiment les aspects le b.a.-ba, en gros, du cinéma, c'est le son et l'image, comme on dit. En général, le son est plutôt au service de l'image. Chez vous, on pourrait penser que c'est l'inverse, même si les deux entrent vraiment en dialogue. Et Entonces quizás hayan visto ya las películas de Tatiana Hueso, quizás hayan visto Tempestad, que es una película muy impresionante, y después vamos a tener Noche de Fuego, que es una ficción, pero Tatiana Hueso es más bien directora de documentales, y entonces quiero hacer dos puntuaciones sobre tu trabajo. El primero es sobre el trabajo del sonido y la imagen, que en general se pone el sonido al servicio de la imagen, y aquí podría ser quizás al revés. Mais en fait qui est plutôt du dialogue véritablement entre l'image et le son. Mais j'aimerais commencer par le son, parce qu'en général quand on parle de cinéma, on commence toujours par l'image et puis on vient au son après. Et vraiment la force de des témoignages et la manière dont vous ma première question en fait c'est de quelle manière vous arrivez à obtenir ces témoignages. Et cette idée, cette intuition de ne pas les raccorder au visage. C'est-à-dire qu'en général, dans le documentaire, et plus particulièrement quand c'est devenu au niveau du documentaire télévisuel, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'exprime, on le filme et on le filme en train de parler. Or chez vous, le dialogue vient en dehors de la personne qui parle. On n'a pas l'image quand elle parle. Entonces, bueno, más bien es un diálogo entre imagen y sonido en tu trabajo. Y la primera pregunta sería sobre los testimonios, que son muy fuertes, para preguntarte cómo obtienes estos testimonios y por qué has decidido de no hacer una correlación directa, como se hace en general en el documental, en particular en televisión, entre la persona entrevistada o la que da su testimonio y el rostro de estas personas. Bueno, muchas gracias a la Cinemateca por reunir estos trabajos y al festival. Merci beaucoup à la Cinémathèque de réunir ces travaux avec le festival. Hoy llevo todo el día aquí viendo mis propias películas. J'ai passé toute la journée à voir mes propres films. Y ha sido
una experiencia, la verdad. Hace muchos años que no las veía y ha sido un viaje también para mí. Ça a été une drôle d'expérience parce que ça faisait des années que je ne les voyais pas et donc ça a été comme un voyage pour moi aussi. Bueno, en esta película pienso que el sonido y la imagen son dos discursos independientes. Je pense que dans ce film, le son et l'image sont deux discours indépendants. Yo sabía que la película visualmente y a nivel de estructura iba a consistir en un viaje que iba a ser la columna vertebral de la película, un viaje que empieza en el norte de México y termina en el sur. J'avais une idée claire que le film serait un voyage qui serait la colonne vertébrale du film et qui allait du nord au sud du Mexique. Y por otro lado iban a estar los testimonios de las dos protagonistas. Et d'un autre côté, j'avais les deux témoignages des deux personnes. Con el recuento cronológico de los hechos por los que transitó cada una. Avec en plus la chronologie des faits de chacun des récits. Y realmente creo que para mí era importante no ser ilustrativa, no ilustrar lo que la voz dijera. Pour moi, il était important de ne pas être illustratif, de ne pas illustrer directement ce que disait la voix. Y fue una decisión realmente como que me fue sucediendo, o sea, esta decisión narrativa de construir independientemente estos dos discursos surgió mientras yo viajaba, intentando seguir los pasos que dio Miriam de regreso a su casa. Yo hice este viaje, me fui a Matamoros y recorrí el país del norte al sur en autobuses. Donc en fait, l'idée de dissocier l'image de la parole m'est venue pendant le voyage que j'ai moi-même fait. Je suis allée à Matamoros et j'ai suivi le même trajet qu'a suivi Miriam tout le long jusqu'au bout. Esto fue un año antes de rodar la película y por azares del destino me tocó hacer este viaje en época de lluvia y me tocó ver estos vendavales, estas tormentas, los árboles doblados por el viento. Donc ça a été j'ai fait ce voyage un an avant le tournage et bon pour des circonstances en fait j'ai coïncidé avec cette période de tempête avec tous ces tourbillons de vent, toutes ces grandes pluies que j'ai eues tout au long du trajet. Mientras viajaba sentí que este paisaje que se transformaba a lo largo de México y que estas tormentas, en mi cuaderno de notas rápidamente apareció la palabra tempestad. Bon, donc tout le long du trajet, j'ai vu le Mexique agité de tempête et donc dans mon carnet de notes, le mot tempête est apparu très tôt. Y también a lo largo de este viaje fui sintiendo con mucha claridad que de alguna forma este era el paisaje interno de Miriam. Esta lluvia, este viento, estos cielos negros. J'ai aussi compris que ces ciels noirs, ces vents et tout ça était en fait le paysage intérieur de Miriam, tout ce que je voyais tout le long du Mexique. Esperé un año para poder rodar la película, esperé a que volviera de nuevo la temporada de lluvia. Donc j'ai attendu un an de plus pour pouvoir tourner le film de façon à me retrouver de nouveau à la saison des pluies. Para tener estas atmósferas y reuní a un equipo de meteorólogos que me guiaban. Donc j'avais réuni aussi une équipe de météorologistes et je tenais à cette période. Oui. Que me guiaban para saber en dónde iban a caer las tormentas, es todo muy cambiante en México, donc, que me guiaban para llegar a donde estaban los vientos. Donc les météorologues m'amenaient là où il pleuvait, là où il y avait le vent, là où il y avait les éclairs, c'était là qu'il fallait aller. Me acuerdo que alguna vez llegué a un lugar donde iba a haber viento y el viento apenas movía las ramitas. Donc je suis arrivée une fois à un endroit où il devait y avoir du vent et puis il n'y avait pas de vent. Les llamaba desesperada y les decía, no, yo necesito un viento que se doble en los árboles. Donc j'étais obligée de les appeler en leur réclamant un vent qui fasse plier les arbres. Por favor, llévenme ahí. Y me decía, pero es que necesito un viento de 60 kilómetros por hora, eso es peligroso. Donc, alors il me disait, mais si tu veux un vent de 60 km/h, c'est dangereux. Y bueno, así llegamos a los vientos de 50 kilómetros, 60 kilómetros por hora, que son la secuencia que está cuando es la muerte de Martín. Donc c'est les vents dont j'avais besoin pour la séquence de la mort de Martín.
C'était des vents au moins à 50 km/h. Y mientras rodábamos, bueno, también a lo largo de mi investigación descubrí que todo el Golfo de México estaba lleno de militares, de policías en las carreteras, de retenes. Entonces esto se volvió una línea narrativa, digamos, Donc, de la película. En faisant ce voyage, j'ai aussi vu que le Mexique était complètement recouvert de contrôle militaire, de contrôle policier, absolument partout. Et donc c'est devenu aussi une ligne narrative du documentaire. Para mí misma fue un descubrimiento sentir como esta zona de guerra a lo largo de la carretera. Et pour moi, ça a été une découverte de voir comment les routes étaient en fait devenues des zones de guerre. Pasé por varios retenes, sentí esta vulnerabilidad de cómo te abren la maleta y te sacan todas las cosas y te interrogan como si fueras un criminal. Donc j'ai vraiment ressenti à tous ces passages de contrôle policier, de contrôle militaire, quand ils te vident des valises, quand ils sont là, ils contrôlent toutes les affaires que tu as, tout ce que tu as sur toi. Et j'ai ressenti, oui, cette violence de cette guerre. Y bueno, mientras rodé la película, fui haciendo las entrevistas poco a poco. Durante la investigación yo ya sabía lo que le había pasado a cada una de ellas. Entonces, para el momento del rodaje, lo que yo tenía era que volver era atrapar ese testimonio con mucho tiempo, con mucha escucha de mi parte. Fueron entrevistas muy largas. Donc j'ai fait des entrevues aussi pour les voix, pour le récit. Et en fait, je connaissais déjà l'histoire de chacune d'entre elles, mais donc il fallait prendre vraiment beaucoup de temps pour arriver à trouver le récit que je voulais donner. Yo sabía que iba a ser una película de voz en off, me interesaba eso, porque mi película anterior, El lugar más pequeño, que es mi primer largometraje, es una película de voz en off y me enamoré de este recurso narrativo. Donc je savais que je voulais faire un récit en voix off. Mon documentaire précédent, El lugar más pequeño, c'est aussi une voix off. Et en fait, c'était la première fois que je faisais. Et ce procédé m'a vraiment séduite. En esa película aprendí el poder que tiene la voz de una persona para acercarte. Donc dans ce film, j'avais appris le pouvoir de la voix de la personne pour s'approcher de ce qu'elle dit. ¿No? Como todas las expresiones guturales, la respiración te llevan también adentro de las emociones de esa persona. Comment les expressions gutturales, tous les tons de voix peuvent nous amener en fait au fond des émotions de la personne. Y son entrevistas muy largas que duran por lo menos 4 horas, nos encerramos el entrevistado y yo, la entrevistada y yo, no hay cámaras, solamente micrófono. Donc ce sont des entrevues très longues puisqu'elles durent 4 heures. On s'enferme, la personne avec laquelle je fais l'entrevue et moi. Et en fait, il n'y a pas de caméra. On entend, ce n'est que de l'enregistrement du son. Y hay un proceso por el que transitan las personas entrevistadas, los personajes de las películas, cuando es tan larga la entrevista, ¿no? Que antes lo hablaba en la proyección anterior, ¿no? Los primeros 40 minutos normalmente la persona tiene una máscara, está intentando, de alguna manera actúa frente a los micrófonos, actúa frente a mí, hay un tiempo de proceso en donde necesita como reacomodarse. Donc, au cours d'une entrevue aussi longue, en général, j'en parlais au film précédent, parce que la question a été posée, les 40 premières minutes sont en quelque sorte la personne avec laquelle on parle, et elle joue un peu, elle contrôle sa voix, voilà, et ça dure 40 minutes. Donc, à peu Pero près. después de este primer tiempo sucede que pienso que el entrevistado empieza a escuchar su propia voz, se entra como en otro estado, que al final, después de años de trabajar, he entendido que es algo incluso terapéutico, hay algo en el hablar y en escucharse a sí mismo, entonces la voz cambia, el pulso, el tono de la voz cambia y
Donc, au bout de 40 minutes, la voix change parce que, en fait, la personne commence à écouter sa propre voix et ça même, je pense, une certaine vertu thérapeutique. Et donc, c'est ce changement de voix qui fait que on bascule, enfin, ça fait basculer le dialogue. Y son entrevistas, pero son sobre todo conversaciones, de estar con el otro, de verlo a los ojos y de escuchar lo que está diciendo. Alors, ce sont des interviews, mais ce sont surtout des conversations où on écoute beaucoup l'autre, hein, on échange avec l'autre. Et du coup, c'est un choix vraiment dès le départ, où c'est l'idée que la caméra, que s'il y avait la caméra, s'ils étaient filmés, ça serait beaucoup plus compliqué de faire sauter ce verrou quelque part pour arriver à cette voix si sincère. Voilà, c'est une question d'expérience où c'était dès le départ l'idée de on enregistre le son de la manière conversation sans qu'il y ait de caméra pour pas que ça gêne. Entonces, fue una elección desde el principio, grabar la voz sin cámara para llegar a esa voz muy sincera. ¿Es como resultado de la experiencia para esta película? Sí, la decisión de no poner una cámara es porque siempre supe que no me servía de nada la imagen. Yo no quería usar la imagen. La décision de ne pas mettre de caméra, c'est parce que je savais que l'image ne me servirait à rien. Solo me interesaba atrapar la voz. Je ne voulais que la voix. En la primera película, en el lugar más pequeño, esto fue, para mí era un riesgo. Fue la primera vez que decidí hacer algo así, porque tenía muchas ganas de construir una película de voz en off sin haber tenido la experiencia como de decir, bueno, ahora voy a hacer una peli que no tenga entrevistas a cuadro, como ese fue el planteamiento. Entonces decidí no poner una cámara frente al personaje y solo registrar la voz en sonido. Donc, pour el lugar más pequeño, c'est la première fois que j'avais pris une telle décision et c'est un risque que j'ai pris. J'ai décidé que je voulais la voix et que je voulais pas la caméra en même temps. Y el productor me decía, eso es un error, ponte lejos, vamos a rentar un lente muy largo, un zoom para que la cámara pueda estar muy lejos y no rompa la intimidad. Le producteur n'était pas d'accord, il me disait qu'il fallait qu'on ait un zoom très puissant de façon à ce qu'on soit loin, mais il fallait quand même la caméra, que c'était une erreur de la supprimer. No, me decía, tienes que guardar la imagen porque si van a pasar tal vez muchas cosas y no puedes no tener esa imagen, ¿no? Il faut absolument garder l'image, il va se passer beaucoup de choses et si tu n'as pas l'image, il faut qu'elle soit là. Y yo le explicaba al productor que si yo grababa la imagen, tal vez después no iba a tener el rigor de no usar esa imagen y que no quería grabarla, ¿no? Donc je lui expliquais qu'en fait si j'avais l'image, je risquais de ne pas avoir la rigueur de ne pas m'en servir. Et moi, je ne voulais pas m'en servir. No era una cuestión de intimidad, sino de tener más intimidad o no. C'était pas une question d'intimité, d'en avoir plus ou moins. Pienso que también puedes tener una gran intimidad en una entrevista con la cámara frente al personaje. On peut aussi arriver à une grande intimité avec la caméra face à la personne. Sí, esta era una cuestión formal. C'était plus un choix formel. Je trouve que ça fonctionne à merveille, c'est extrêmement puissant, mais en même temps, je trouve ça extrêmement osé aussi, parce que je trouve que c'est courir le risque du fictionnel presque. Je veux dire, parce que quand on est dans le documentaire, c'est-à-dire le documentaire, on est dans quelque chose qui est censé être vrai ou la réalité, et là d'avoir des témoignages qui n'enlèvent rien à la réalité et à leur force, au contraire, mais on aurait plutôt tendance à je crois ce que je vois, et donc si la voix est dissociée quelque part de la personne qui parle, la question pourrait se poser de est-ce que c'est peut-être qu'elle a enregistré ces témoignages, mais peut-être que c'est une comédienne qui les dit. Voilà, ça peut semer un petit peu le trouble. Moi, je trouve ça remarquable. Mais est-ce que vous êtes posé la question aussi dans ce registre documentariste qui a des codes, voilà, est-ce que c'était un risque que vous avez consciemment couru? Entonces, me parece que funciona muy bien y que es un recurso muy potente, pero también es un recurso que me parece muy arriesgado,
porque o sea, es muy atrevido, pero también muy arriesgado porque se puede correr el riesgo de llegar a algo ficcional, porque en el momento de filmar una voz que no se ve en pantalla el rostro de la persona que está hablando, pues uno puede como alejarse de los códigos del documental y del realismo, de alguna manera. Entonces la pregunta es si te has planteado que era correr un riesgo comparado con tu estatuto, digamos, de directora de documentales. Sí, no era un riesgo. Non, il n'y avait pas de risque. Para mí el cine documental es cine. Pour moi, le cinéma documentaire, c'est du cinéma. Y siempre he intentado como despojarme, quitarme de encima como estas reglas o esta idea de lo puro que tiene que ser un documental o de la verdad, cuándo es verdad, cuándo no es verdad. Pienso que todo eso personalmente me ha estorbado siempre mucho para poder construire las películas. Donc j'ai toujours essayé de ne pas, au contraire, m'attacher à toutes ces règles, à cette prétendue pureté, à toutes ces choses-là. Et donc pour faire un documentaire. Pienso que una película documental es pura subjetividad. Je pense qu'un documentaire est totalement subjectif. Tú recibes una historia, un testimonio, una experiencia de vida como director, como contador de cuentos, como creador, la digieres, la masticas, eres el primer filtro de esa historia. Donc tu reçois une histoire, tu reçois un récit, et en fait, en tant que directeur du film, en tant que cinéaste, tu es le premier à digérer cette histoire pour pouvoir la raconter. Uno la reinterpreta un poco también a partir de quién es uno, de tu propia historia de vida. Realmente hay una gran subjetividad, pienso, en el cine documental. Donc il y a une réinterprétation, on réinterprète selon ce qu'on est, selon sa propre vie, et donc je pense vraiment que le documentaire est tout à fait subjectif. Y luego devuelves toda esa interpretación, la vuelves película. Et entonces c'est cette interprétation que tu fais devenir un film. Para mí, la única verdad o el compromiso que existe frente a una historia documental es una cuestión más ética. Donc la seule vérité qui m'intéresse dans le documentaire, il est d'ordre éthique. Que tiene que ver con la relación que tú estableces con los personajes. Ça a à voir avec la relation que tu établis avec tes personnages. Con el compromiso que tienes con sus testimonios. La façon dont tu t'engages vis-à-vis de leurs témoignages. No puedes poner palabras en su boca que no han dicho, por ejemplo, ¿no? Tu peux pas mettre dans leur bouche un mot qu'ils n'ont pas dit. Cuando un personaje te pide, por favor, eso no lo pongas, eso que dije es muy delicado, eso no quiero que esté en la película, tú tienes que... Bueno, a mí me gusta, para mí es importante respetar eso. Si une personne te dit bon, cette partie-là, je t'ai dit un truc que je veux absolument pas que ce soit dans mon témoignage, ça m'intéresse pas. Moi, je tiens profondément à respecter ce souhait. Pero con lo que tiene que ver con las formas narrativas de cómo contar una historia, intento ser lo más libre posible. Mais dans le domaine de ce qui est la forme, la façon de raconter l'histoire, j'essaye d'être le plus libre possible. Para también poder ser, no sé, para poder tener como fuerza y efectividad en transmitir lo que ya me golpeó a mí de alguna manera. Pour avoir la force et l'efficacité de rendre ce qui, moi, m'a choqué personnellement. Du coup, j'en viens à l'image, et parce que vous êtes directrice de la photo à l'origine, de formation, et donc l'image est aussi quelque chose qui est très important, notamment le cadre. Donc ma question, c'est pas vous qui faites l'image, mais est-ce que vous êtes quand même au cadre? Est-ce que vous dirigez un petit peu les plans que vous allez utiliser, parce que sont des plans toujours qui sont extrêmement travaillés, photographiques, qui sont presque
j'ai envie de dire presque hantés, tellement ils sont habités. Voilà. Et mon autre question, c'est est-ce que justement les images viennent après le son, après les témoignages? Est-ce que voilà, du coup, ou est-ce que vous pensez déjà des plans alors que vous êtes en train de faire les interviews des protagonistes? Vengo entonces ahora a la imagen, porque tienes una formación como directora de fotografía, entonces la pregunta es si en estas películas también participas en la dirección de fotografía, si escoges los encuadres, si trabajas los planos, porque se trata de planos extremadamente bien trabajados, fotográficos, casi podríamos decir como habitados estos planos. La segunda pregunta es si los planos están pensados antes de los testimonios o después de los testimonios, como cuál es la temporalidad. Sí, están pensados, no están pensados después de los testimonios. Ils ne sont pas pensés après les témoignages. Porque son como dos discursos paralelos que se van construyendo de forma independiente. Ce sont deux discours parallèles qui se construisent de façon indépendante. Sin embargo, hay una intuición que me guía porque yo ya conozco los testimonios. Antes de rodar Tempestad, un año antes de rodar Tempestad, yo ya sabía cómo era la historia de Adela y ya sabía lo que había pasado en la vida de Miriam. Ellas ya me lo habían contado, ¿no? Donc, en fait, y a un travail qui est très intuitif dans la mesure où moi, en fait, à l'avance, je connaissais déjà les contenus. Je savais ce qu'avait vécu Myriam, je savais ce qu'avait vécu Adela, et donc je savais de quoi il s'agissait. Entonces, con el fotógrafo, no había sido una entrevista, había sido una conversación, esta información la recibí de otra forma distinta como está la película, ¿no? Donc l'information que j'avais, je l'avais reçue d'une façon tout à fait différente de celle qui est dans le film. Pero yo ya sabía la dimensión de la herida, de la rotura tan brutal que tenía Miriam. Donc, mais je connaissais déjà la profondeur de la blessure de Myriam. Y todo esto yo se lo transmitió el fotógrafo y él también conocía ya la historia antes de rodar. Donc le photographe a été mis au courant de tout ça et lui aussi donc savait avant le tournage de quoi il s'agissait. Y el objetivo era transitar este viaje desde los ojos de Miriam. Et donc l'objectif c'était traverser ce voyage à travers le regard de Myriam. Era intentar caminar, viajar encima de sus zapatos, mirando desde cómo ella miraría a través de la ventana. C'était essayer de se mettre dans les souliers de Myriam, de faire le chemin avec elle, de regarder par la fenêtre à travers son regard à elle. Muchas veces con el vidrio empañado en donde no logras mirar para afuera. Donc souvent avec la vitre voilée par la buée à travers laquelle on n'arrive pas à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Toda la imagen del viaje tiene un pulso, es subjetivo, pero era un pulso, era como ella respirando atrás de la cámara. Igual no se lee esto, pero ese era como lo que llevábamos en la cabeza Ernesto y yo, Ernesto el fotógrafo. Donc toute l'image porte la pulsation de Myriam, en quelque sorte. C'est son regard qu'on essaye de récupérer à travers ces images. Y bueno, cuando yo hice el viaje, además de descubrir estos paisajes que me encantaban, descubrí un paisaje enorme de rostros también a lo largo del camino, ¿no? Donc en plus des paysages que j'ai traversés et qui me plaisaient beaucoup, j'ai aussi vu tout un paysage de visages. De rostros de México, de personas de a pie, como decimos, de personas, de viajeros, de gente como uno, de gente normal a lo largo de todo el camino, desde el norte hasta el sur. Toute cette quantité de visages, de ces visages de gens comme tout le monde, des gens qui sont là, des gens qui voyagent habituellement, qui sont et du nord au sud du pays. Y cuando acabé la investigación y el viaje, cuando acabé este viaje de investigación, por ejemplo, sí decidí que la cara de Miriam
no debía estar en la película. Donc en faisant ce premier voyage de recherche, j'ai décidé que le visage de Myriam ne serait pas présent dans le film. Adela sí la conocemos, vemos su vida, entramos en su vida, pero el rostro de Miriam no, porque me parecía que era muy importante no limitar, vincular su testimonio a muchos rostros a lo largo del camino y no a uno solo. Voilà. Pour ce qui est d'Adela, oui, on voit son visage. Mais pour Myriam, il m'a semblé fondamental de ne pas mettre son visage, de ne pas qu'en fait Myriam soit beaucoup de visages, tous les visages rencontrés dans le voyage. Con la idea de transmitir que cualquiera de esas personas podía sucederle lo que le pasó a Miriam, de que hay una gran vulnerabilidad a la que estamos expuestos en México, de poder ser un pagador o de que te puedan desaparecer a alguien, a algún ser querido de tu familia. L'idée, c'est de faire ressentir aux spectateurs que la vulnérabilité concerne absolument tout le monde, que tout le monde peut être victime d'un enlèvement, que tout le monde peut être victime d'une accusation fausse et que tout le monde peut disparaître. Actuellement, au Mexique, c'est comme ça. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Y me encanta la imagen, todas mis películas surgen desde la imagen, trabajo mucho con fotografías fijas, trabajo muy cerca del fotógrafo, creo que Ernesto tiene una mirada increíble para el documental, es un fotógrafo que transmite emoción, que le pasan cosas todo el tiempo a Ernesto cuando rueda, y entonces es un fotógrafo muy emocional que imprime una emoción a las imágenes que filma. Je crois beaucoup à l'image et le photographe que j'ai, Ernesto, est un homme très à qui il arrive toujours des tas de choses. Il a toujours une énorme émotion et son émotion passe dans les photos. Es alguien que también se involucra con los personajes y que se involucra intensamente en el proceso de investigación. No podría trabajar de otra forma yo con un fotógrafo. C'est quelqu'un qui s'engage vis-à-vis des personnes, c'est quelqu'un qui s'engage aussi dans toute la recherche. Et moi, je ne pourrais pas travailler autrement, sinon avec des personnes qui s'engagent comme ça. Y también es su creación, ¿no? Los dos alimentamos. Luego, a la hora de rodar, yo voy con un pequeño monitor portátil porque necesito estar viendo lo que él hace, lo molesto mucho. Donc en fait c'est une création à deux et c'est le fruit du travail des deux et moi j'ai toujours un petit moniteur pour contrôler ce qu'il fait et je l'embête tout le temps. Muchas veces le voy hablando al oído, ¿no? Souvent je lui dis des choses à l'oreille. Y él aguanta esto, también por eso trabajamos juntos. Et il le supporte, donc c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. Porque los fotógrafos en general son muy delicados. Parce que souvent les photographes sont très délicats. Pero hemos aprendido a mirar juntos y a hacer una imagen de los dos. Él permite que yo me meta en la imagen y eso lo agradezco mucho también. Donc, et lui, en fait, c'est une image qui vient des deux, puisqu'il permet que je me mêle de son travail, et ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire quelque chose qui nous plaît aux deux. Pero hay toda una parte que es su mirada, que es de él. Que hay toda una parte de la construcción de la imagen que es su mirada, que es la mirada. Il y a toute une partie de la construction de l'image qui lui appartient complètement. Il y a une... Je trouve, dans les images, vraiment plutôt, j'ai envie de dire, le cadre, dans ce que vous cadrez, il y a l'idée toujours de l'espace. C'est comme si on cherchait, on partait du réel, de quelque chose de tangible, qui est un espace géographique, et de ce besoin de marquer cet espace géographique et qui va ouvrir vers un espace mental. Et du coup, avec Tempestad, effectivement, c'est un film qui est universel. C'est pas juste Myriam, c'est son témoignage, mais le fait qu'il n'y ait pas son visage, qui est tous ces visages croisés, ça parle à tout le monde. Ça peut nous parler même ici à Toulouse. Mais ce travail sur l'espace, à travers le cadre de cet espace géographique, comme si c'était de garder des traces, ou en tout cas de remonter et de retrouver des traces. Je trouve que votre cinéma, c'est un cinéma qui lutte contre l'effacement.
cinéma de mémoire, vraiment, quoi. Comme, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du fantôme, c'est un cinéma qui nous hante. Et ma question, voilà, et je te laisse traduire. Et ma question, en fait, c'est la question de la mémoire. Et comment vous situez par rapport à ça? Est-ce que voilà. Entonces, para hablando de la imagen, bueno, me interesa mucho la imagen que haces, pero quizás sobre todo también los encuadres, porque esos encuadres se retoman realmente un espacio y un territorio y parece que te gusta como anclar la película en un territorio y a la vez hacer algo muy universal, porque por ejemplo no es una película sobre Miriam, pero es una película muy universal que nos puede también tocar o puede hablar también de lo que estamos viviendo aquí en Toulouse. Y estas imágenes son imágenes también quizás un poco que luchan contra lo que se borra, que luchan contra el olvido quizás, y entonces mi pregunta es más bien sobre la memoria, cómo estas imágenes trabajan o luchan contra lo que se puede borrar y sirven quizás para la memoria. Je pense surtout à El Lugar Más Pequeño, par exemple, qui est un film où vraiment on va chercher des traces pour lutter contre l'oubli. Sí, la importancia de la huella en las imágenes. Sí, qué difícil pregunta. C'est une question difficile. Pienso que el cine es memoria, que en sí mismo el testimonio es una huella que afortunadamente el cine puede guardar. Je pense que le cinéma, c'est de la mémoire et que le témoignage est justement la trace que peut en garder le cinéma. Y el trabajo con las imágenes en este sentido que dices, yo trabajo un poco a partir de la evocación de sensaciones y de sensaciones y de emociones con la imagen. Intento que mis películas no representen literalmente las violencias de las que se está hablando. Donc, ce qui m'intéresse en fait, c'est l'évocation à travers les images de ce qui se passe. Et je ne suis pas intéressée en fait par la représentation directe des violences. Pienso que al no representar gráficamente la historia que se está contando oralmente, hay un espacio que se abre para que la cabeza del espectador también trabaje, también imagine, sienta, perciba las cosas, complete o imagine las cosas por las que transitan los personajes. Je pense que quand l'image ne colle pas forcément à la littéralité du récit, ça ouvre un espace pour que le spectateur puisse faire travailler son imagination et à son tour entrer dans le récit. ¿No? Como acudir a nuestros propios miedos, a nuestros propios monstruos. Y entonces pienso que es la combinación. Yo creo que, por ejemplo, en Tempestad, pienso que es una película, que es una combinación, ¿no?, de estas imágenes a lo largo de México, de como cuando uno viaja y va viendo la ventana y como que el pensamiento se desdobla. Por un lado ves el paisaje y por otro lado, cuando uno viaja va viendo el paisaje, pero vas pensando como en otra cosa. Donc, es raro. Bueno. Ouais. Donc, par rapport au voyage là, de ce film, il arrive quand on voyage qu'on regarde le paysage et qu'en même temps on a une espèce de dédoublement qui se produit, à savoir que la pensée part de son côté et que les deux se dissocient puis se réassocient par moments. Y pienso que es una película que guarda esta memoria de la que hablas, igual que El Lugar Más Pequeño, de una forma particular, porque pienso que son películas que de alguna forma sumergen en este viaje también al espectador, ¿no? Donc ce sont deux films, les deux films fonctionnent pour ça un peu de la même façon, puisqu'ils submergent, ils plongent le spectateur dans leur histoire par ce moyen. Pero bueno, la memoria es, pienso que el cine guarda el momento en el que personalmente estas historias terribles
Es un momento que estamos viviendo en México, es algo que me preocupa, que me mueve, no solo a mí, a mucha gente en México, ¿no? Y para mí era importante guardar un pedazo del tiempo que estamos viviendo, que quede un registro de esto, que no lo olvidemos, que pueda ser compartido, que ojalá dentro de no demasiados años podamos mirar atrás y decir, estamos en otro punto, ojalá, ¿no? O sea, el cine hace todo eso, guardar la memoria. Donc la mémoire que je souhaite garder de ça, c'est parce que vraiment le Mexique est en train de vivre des choses terribles et que chacun au Mexique les ressent comme telles. Et donc ce que je voudrais, c'est qu'en fait le fait d'avoir enregistré ces choses de cette façon puisse nous faire dire dans quelques années que regardez, on en était à ce point et on a et qu'on a progressé. En fait, pour moi, la mémoire doit fonctionner de cette façon. Ce qui est remarquable, c'est que il y a cette question du cinéma qui garde la mémoire, mais vos films sont aussi à la recherche des traces qui seraient enclins à l'effacement. C'est-à-dire, c'est pas juste de garder la mémoire d'un moment, c'est aussi de retrouver les traces d'une mémoire qui pourrait être effacée avec le côté, avec les ruines qui sont, souvent il y a des ruines, il y a le côté un petit peu délabré, il y a toute la partie dans El Lugar Más Pequeño où on va retrouver, je me rappelle des chaussures, des traces comme ça qui sont presque comme si on faisait un travail de fouille archéologique pour faire remonter quelque chose qui sinon serait complètement effacé, c'est-à-dire repris par la nature et par le présent. Entonces sí está la cuestión de la memoria, el cine que guarda la memoria, pero me parece que en tu cine también está constantemente esta búsqueda de las huellas de lo que podría irse hacia el olvido, de lo que podría borrarse. Por ejemplo, en El Lugar Más Pequeño, filmas objetos como los zapatos que podrían quizás desaparecer con la naturaleza, desaparecer con el tiempo presente, y que entonces esta búsqueda de huella para conservar lo que se podría borrar es central. Sí, bueno, en el caso del Lugar Más Pequeño, me acuerdo que cuando también en la investigación, 4 años antes de rodar la película, fui a recorrer esta montaña. Pour El Lugar Más Pequeño, 4 ans avant de tourner le film, je suis allée à cet endroit de la montagne. Y en algún momento eran horas y horas de caminar con un tremendo calor. En algún momento nos sentamos a tomar un descanso, el guía que me llevaba y yo. Donc à un moment donné, on marchait, il faisait très chaud, on montait dans la montagne et à un moment on s'est assis avec le guide qui m'emmenait. Y caminé un poco sola como para despejarme y encontré estos zapatos, estas botas de los guerrilleros enterrados en la tierra. Et en marchant seule jusqu'à un moment pour me détendre, j'ai trouvé ces bottes de guerrero qui étaient là. Y estas camisas donde el musgo se estaba terminando de comer de estas telas. Et ces chemises qui étaient en train d'être mangées par la mousse qui était en train de finir d'absorber le tissu. Y sentí un salto en el corazón, o sea, fue un vuelco, fue como me habían hablado tanto de los fantasmas que habitaban este bosque. Donc ça m'a complètement bouleversée. On m'avait tellement parlé des fantômes qui habitaient ce bois. Y cuando vi esa imagen, era como que ahí estaban. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu, oui, ils étaient là. Supe que era importantísimo guardar esa huella, ¿no? Como j'ai su qu'il était très important de garder ces traces. 4 años después que volví a rodar la película, subimos con todos los equipos a la montaña a buscar las huellas. Donc 4 ans après, on est monté sur la montagne avec tout l'équipement nécessaire pour retrouver les traces. No las encontrábamos, tardamos On les trouvait 6 pas. horas caminando. On a mis 6 heures à marcher. Y de repente volvieron todos mirando, todos buscando. Es que hay huellas de la gente todavía en la montaña, le decía al crew, ¿no? Y subimos con 2 o 3 guías, hay que concentrarse, hay que mirarlos, los vamos a encontrar, ¿no? J'avais dit à tout le monde qu'il y en avait des traces et quand on est revenu, pas moyen d'en trouver. Alors du coup, on a cherché partout, on a tous cherché partout.
y volvieron a aparecer, Et donc, estaban ahí. elles sont réapparues, oui. En realidad la montaña está llena de huellas. En vérité, la montagne est pleine de Luego traces. encontramos un campamento, latas de comida, metralla enterrada. Una vez que empezamos a encontrar muchas On a cosas. trouvé un campement avec des boîtes de conserve, avec des munitions. Enfin, une fois qu'on a eu commencé à en trouver, en fait, on en a trouvé des quantités. Y me parecía algo muy importante poder atrapar esto. Et ça me paraît tout à fait important de retenir ces choses-là. Sí, que es una huella que está sembrada en la montaña, que es parte de su historia y que ellos lo tienen muy claro. Las huellas eran más para mí que para ellos, ¿no? Ellos saben que la montaña está llena de estos pedazos que quedaron de la huella por ahí enterrados, pero para mí era un testimonio más que era un tesoro que yo debía guardar en la película y que representaba de alguna manera este bosque habitado lleno de fantasmas que la gente de la comunidad me había transmitido. Donc, pour eux, c'était l'évidence. Ils savaient que la montagne était habitée. C'était moi qui ne le savais pas. Donc, c'était moi qui découvrais ça. Et en fait, pour moi, c'était très important de témoigner du fait qu'effectivement, toute cette montagne, toute cette forêt est habitée. El documental te da eso, es increíble. Te da sorpresas, está lleno de hallazgos, de momentos humanos, de momentos de testimonio, que son como gotas de oro, digo yo, y que uno, si está uno muy atento, puede atrapar algunas de estas cosas para ponerlas en una película. Donc le documentaire, c'est comme une espèce de chasse au trésor. En quelque sorte, on trouve des tas de choses extraordinaires. Et c'est la richesse de faire du documentaire, de découvrir toutes ces traces, toutes ces choses qui sont fabuleuses, quoi. Por eso es muy emocionante hacer películas documentales. C'est pour ça que c'est très, très émouvant de faire des documentaires. On a déjà passé le temps, donc peut-être 2 questions si vous avez. Si on n'a pas... Dans votre film El lugar más pequeño de 2011, vous parlez de El Eco, qui est la forêt, qui est l'écho de tous ceux qui ont disparu, qui sont morts dans la forêt comme ça. Et votre dernier film qui s'appelle El Eco, c'est tout un village au nord dans la montagne mexicaine. Et ça serait très intéressant de voir comment votre film a développé, que maintenant El Eco c'est un village et c'est autre chose. Et vous avez, je l'ai vu à Berlin, dans la Berlinale, et c'était vraiment, vous avez gagné un prix pour ça, documentaire. Entonces, en el lugar más pequeño se oye el eco, se habla del eco de las personas desaparecidas. Y en tu última película, El Eco, se trata ya de un pueblo entero en el norte de México. Entonces yo lo vi en Berlín, sabía esta película en Berlín y cómo se construye, digamos, la relación entre las dos películas o cómo va uno de una película a otra, porque ganaste un premio documental con El Eco en Berlín. Intento olvidarme de las películas que he hecho cada vez que empiezo una nueva. J'essaye d'oublier tous les films que j'ai faits chaque fois que j'en commence un autre. Porque siempre la peli anterior siento que me aplasta. Parce que je trouve toujours que le film antérieur m'écrase. No, venía de Noche de Fuego, que había sido una película que tuvo algo de éxito. Donc je venais de Noche de Fuego, qui est un film qui a eu du succès. Yo sentía que todo el mundo esperaba, la gente que sigue mi trabajo, los programadores que a veces se interesan en mi trabajo esperaban ya la siguiente ficción, los productores. Donc tout le monde attendait de moi une nouvelle fiction, les producteurs, tous les gens qui s'intéressaient à mon travail. Intento quitarme todo eso de encima, yo quería hacer una peli muy pequeña. Donc j'ai essayé de m'enlever tout ça de mes épaules et de faire un film très petit. Y llena de luz después de trabajar tantos años con tanta oscuridad. Et un film plein de lumière après tant d'années à travailler l'obscurité.
y es una peli sobre la vida cotidiana de unos niños campesinos. Et c'est un film sur la vie quotidienne d'enfants paysans Que habla un poco del eco de los padres en los hijos, de esa voz que se siembra a esa edad tan temprana que es la infancia y que nos acompaña a lo largo de la vida. dont il s'agit de savoir l'écho des voix des adultes, des parents chez les enfants, de tout ce qui se passe dans les têtes à cet âge si jeune et qui reçoivent de leurs parents. Habla de la crianza y del cuidado de la tierra, sobre todo, de lo que significa la tierra para los campesinos. Il parle de l'éducation et aussi de ce que signifie la terre pour les paysans. Y yo creo que también se llama el eco, ahora que lo conecto con eso, con lo de la memoria, pues siento que es una forma de vida asombrosa y llena de dificultades, la vida campesina, y parece que en cualquier momento va a desaparecer. Cuando conocí este lugar, que se llama así la comunidad del eco, yo decía, tengo que guardar esto en algún lado, en una película, esta forma de vida la tengo que guardar porque va a dejar de existir pronto. Donc cette forme de vie que vivent les gens est extrêmement difficile et compliquée et c'est quelque chose qui me semble d'une grande fragilité. Et donc quand j'ai connu cette communauté qui s'appelle la communauté de l'écho, j'ai ressenti le besoin de faire ce travail pour qu'on n'oublie pas cet endroit parce que j'ai peur qu'il disparaisse. Pero bueno, los trabajos están conectados. Yo creo porque salen de la misma cabeza, pero no, no es que es como un espejo del lugar más pequeño, así, sino son procesos bien diferentes. Bon, je pense que mes films sont forcément en connexion parce qu'ils sortent de la même tête, mais que ce sont des travaux très différents et j'essaye de faire des travaux différents, de me libérer des autres. De hecho, el eco dije, no más voz en off, no más entrevistas, tiene que ser muy diferente a los documentales anteriores. Donc, El Eco ne veut plus de voix off, ne veut plus d'interviews, et ça doit être quelque chose de profondément différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Porque de las cosas que más me emocionan de hacer cine es tomar riesgos nuevos y sentir miedo cuando haces la película. Siempre siento que no voy a llegar a un buen puerto. Se siente mucho miedo cuando uno hace películas. Donc en fait, ce qui me plaît du cinéma, c'est d'avoir une grande émotion, d'avoir très peur, et en fait, je prends des risques et je veux continuer à avoir peur à chaque film. Et j'ai très très peur de ce que je vais faire à chaque fois. J'ai jamais confiance que ça va vraiment réussir. En El Eco, por ejemplo, yo decía, ¿Cómo va a ser una película poderosa si hablas de hablar de la vida cotidiana? Tal vez la vida cotidiana no es suficiente, aquí no va a haber el drama y la tragedia de mis películas anteriores, y esto va a ser un fracaso total. Pensando en sí, ¿no? En estos fantasmas que a uno cuando tienes otras películas atrás, unos fantasmas que se aparecen. Je me demandais si ça valait vraiment le coup de faire un film. J'avais envie de faire ce film, mais en même temps, je me disais que faire un film à partir du quotidien, de simplement de la vie quotidienne, est-ce que ça pourrait vraiment être intéressant, alors que j'étais habitée de tellement des fantômes des films précédents. Pero bueno, justo esta peli me enseñó que la vida cotidiana es más que suficiente para construir una película. En réalité, là, ce film m'a révélé que la vie quotidienne est bien suffisante pour faire un film. Y que si te das el tiempo para mirar y para estar, lo más pequeño puede ser también extraordinario. Si tu consacres suffisamment de temps à l'observation, en fait, ce qu'il y a de tout petit, ça peut être tout à fait intéressant. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Non. Ouais. Je vais faire une petite annonce avant que Franck remercie officiellement Tatiana. Si vous voulez réécouter Tatiana Hueso, on organise jeudi matin une rencontre donc avec deux collègues spécialistes de cinéma latino-américain, Laurence Mulali qui est dans la salle et Alexis Yiannopoulos, et qui sera un entretien croisé avec Tatiana Hueso et avec Manuela Martelli qui est là donc pendant le cadre du cycle réalisatrice.
Et là, on aura 2 heures, de 10h à midi. Donc, c'est à la Cinémathèque, jeudi matin, de 10h à midi. Et on aura encore plus de temps donc, pour parler avec Tatiana et avec Manuela. Donc, vous êtes toutes et tous invités à venir les écouter. Et pour compléter votre culture sur Tatiana Hueso, sachez que jeudi après-midi, aux abattoirs, il y aura une projection de ses courts-métrages où elle sera présente et où il y aura un échange également avec le public et que cette séance est gratuite. Les deux seront, tout sera bilingue. Il y aura des traducteurs. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Muchas gracias. Gracias, gracias.